Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass de Trends Tendance. Je suis Pierre-Henri Thomas et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec l'anthropologue Dominique Desjeux. Bonjour Dominique Desjeux. Bonjour. Merci de bien vouloir nous éclairer aujourd'hui sur les ressorts cachés de ce qui fait bouger Trump et de la société américaine. Alors, peut-être, première question, y a-t-il une logique finalement qui sous-tend tout ce chaos décisionnel qu'on voit aujourd'hui ? Alors, merci pour la question. Comme on dit en politique, ça donne le temps de réfléchir. En réalité, oui, j'allais dire comme anthropologue, mon fond d'analyse, c'est toujours d'aller chercher de chercher la rationalité de ce qui paraît irrationnel d'un point de vue économique ou scientifique ou technique. Et dans le cas de Trump, c'est assez intéressant parce que c'est assez fantasme quand même. On a l'impression qu'il va un peu dans tous les sens, ce qui n'est pas faux non plus, bien évidemment. Mais derrière, on peut repérer 2 ou 3 grandes logiques. La première logique, c'est l'analyse faite par les Américains, pas uniquement Trump, du rapport de force défavorable qui se crée depuis une vingtaine d'années, depuis 20-25 ans, entre les États-Unis et le reste du monde, et principalement avec la Chine. Donc ça veut dire que pour une partie des Américains, en tout cas au niveau des analyses politiques, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, autour de 2001-2004, j'ai un trou de mémoire. 2001. Oui. 2001, les Américains pensaient que ça allait leur ouvrir tout le marché chinois, qui pesait quand même 1,4 milliard de personnes, même si c'était pas tous des acheteurs, puisqu'à l'époque, la classe moyenne devait faire entre 200 et 400 millions, mais c'est déjà pas mal. Comme me disait à l'époque, j'ai beaucoup travaillé en Chine, me disait à l'époque un collègue, si j'avais 0,5% du marché chinois, je serais le plus heureux des hommes. C'est un chef d'entreprise qui me disait ça. Donc ça, c'est la première logique, c'est de dire il faut renverser la vapeur par rapport à l'ordre mondial libéral mis en place par les Américains après 1945 avec le GATT, le FMI et toutes les institutions qui, quelque part, étaient favorables au développement de la croissance américaine, qui devient défavorable à partir de 2000. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, elle est très intéressante parce que j'ai dû faire un peu de recherche pour comprendre cette histoire de Gilded Age. Donc, c'est mot à mot, Gilded, c'est un mot compliqué. Dans les 36 ans, ça veut dire dorure, ça veut dire doré, ça veut dire rococo, ça veut dire clinquant. Donc, c'est bien comme mot. C'est bling-bling. C'est bling-bling. Je pense que c'est une très bonne traduction. Et c'est un mot qui vient de Mark Twain, qui est un auteur très célèbre et qui a fait un livre qui est pas marrant à lire, je l'ai lu, j'allais pas dire ligne à ligne quand même, qui doit faire 1000 ou 1200 pages à peu près, et qui s'appelle The Gilded Age, et qui décrit ce que les muckrakers, c'est-à-dire les journalistes d'investigation, ont appelé les barons voleurs, et ceux qui ont vu la très belle série Gilded Age à la télévision, voit très bien qui sont ces barons voleurs. C'est le développement des États-Unis entre 1850 et 1900. Exactement ça, c'est le développement. Donc c'est un développement tout à fait extraordinaire, qu'on retrouve du reste dans l'Europe de l'Ouest, avec Napoléon III, l'industrie, avec évidemment l'Angleterre qui a démarré avant. Tout ça démarre vers 1850, et même récemment, comme je travaillais sur le Japon que je connaissais pas du tout avant, j'ai découvert avec l'ère Meiji, que tout le monde connaît comme nom, mais que l'ère du Meiji, vers 1868-69 à peu près, c'est le moment où le Japon décide d'imiter les Occidentaux. Et sur une logique intéressante, il voit bien que les Occidentaux sont en train de conquérir le monde entier. Et il se dit, c'est quoi leur secret? Donc, il faut percer leur secret. Et donc, ils vont envoyer des Japonais en Angleterre, aux États-Unis, ils vont pour observer quoi? Leurs institutions, donc le Parlement, pour observer l'armée et les nouvelles technologies de l'époque. Donc, c'est un mouvement mondial, le Gilded Age, avec les mêmes mécanismes, à la fois de croissance, mais aussi quand même, j'allais dire, de drame humain non négligeable. Et puis il y a une troisième logique, on pourrait revenir après sur le Gilded Age, mais il y a une troisième logique. Alors, pourquoi le Gilded Age, c'est important? Pourquoi c'est un imaginaire central aujourd'hui pour comprendre Trump? Parce que c'est l'époque où il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Il n'y a que des droits de douane. D'accord. Et à l'époque du Gilded Age, donc c'est bien 1856, la fin de la guerre de sécession, peu importe 1900, 1914, c'est bien cette période-là, deuxième partie du 19e siècle. À cette époque-là, les taxes sur les importations et exportations, ça représente 50% du budget fédéral. Aujourd'hui, c'est 2%.
Donc, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas le même budget non plus. C'est pas le même budget. Mais jusque-là, en gros, on sait que les taxes de douane devaient ramener, je sais pas, 80 à 100 milliards par an. Hein. C'est pas non plus des sommes énormes par rapport à un budget. C'est des chiffres tellement gros que je les retiens pas bien. Moi, mais peut-être 9-10 000 milliards le budget américain. Je sais plus les chiffres. C'est trop gros pour moi. Mais peu importe. C'est juste le point intéressant à retenir, c'est que pour Trump, c'est l'âge d'or. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et la troisième règle qui est derrière, donc ça, elle vient de Stephen Mirand, qui est le conseiller économique de Trump, c'est de dire, puisque on est dans un rapport de force défavorable, ce qui nous paraît, nous, assez étonnant, parce qu'on pense quand même que l'Amérique est quand même encore dans un bon rapport de force, mais eux, ils se sentent menacés, ce qui n'est pas faux. C'est pas faux du tout quand on travaille surtout la partie orientale par rapport à nous, sur l'Orient et l'Ouest de chacun. Hein. Mais on travaille par rapport à nous à la partie orientale, c'est-à-dire entre l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. C'est vrai que tout monte là. Et il faut jamais oublier aussi l'Indonésie qui doit faire pas loin de 200 millions d'habitants. Et donc on a un gros paquet là qui rentre en compétition avec les Américains autour du Pacifique et l'Occident, par la même occasion, avec l'Europe de l'Ouest. Paradoxalement, on l'a vu ces jours-ci, se réunit, fait encore plus bloc. L'Inde et la Chine, on a l'impression qu'ils ont mis la hache de guerre sous le matelas pour faire face, justement, à ce comportement trumpiste. Ça, c'est très intéressant. Je crois que ça s'appelle le groupe de Shanghai ou un truc comme ça. Je sais pas le titre exact, mais c'est autour de le nom de Shanghai en tout cas. Parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelait la conférence de Bandung. Je crois que c'est en 1955. Et à l'époque, il y avait l'Inde d'Indira Gandhi et puis il y avait la Chine. Il n'y avait pas la Russie. Il n'y avait pas l'URSS. Là, c'est la grande différence. Mais quand vous regardez les pays qui participent au groupe de Shanghai, vous avez en partie ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et on retrouve les mêmes. Donc c'est intéressant parce que pourquoi c'est aussi intéressant? Non seulement c'est l'indicateur d'un nouveau rapport de force, de nouvelles alliances, c'est ça qui est derrière, mais c'est aussi le rappel de quelque chose qu'on oublie en France notamment, parce que nous on n'a pas été marqué par ça, c'est le fait que principalement l'Angleterre, la France, un peu l'Allemagne, un peu la Belgique et un peu les Américains ont conquis la planète. Et donc, on a bouleversé toutes les sociétés, civilisations et cultures dans le monde entier. Et que ça a été un traumatisme pour une partie de ces cultures. Et ça date à peu près des années 1830 si on prend l'Algérie, 1850 si on prend la Chine, et on continue après, toute l'époque coloniale, 1880, 80, etc., jusqu'aux indépendances de 60. Dans la mémoire collective de tous ces peuples, à l'Est et à l'Ouest, c'est présent. Et aujourd'hui, quand on regarde les arguments qu'on appelle nationalistes, et qui sont nationalistes, très identitaires, on retrouve une forme d'anti-occidental qui vient de cette période coloniale. Il ne faut pas l'oublier. Elle ne vient pas de rien. Oui. Elle vient du fait qu'on n'a pas du tout respecté ni les cultures, ni les civilisations, ni les classes sociales, ni je ne sais pas quoi encore, et qu'on les a pompées. C'est ça. Bon, ce n'est pas une critique de dire ça, c'est une analyse à plat pour expliquer aussi pourquoi. À un moment donné, tous ces pays sont anti-occidentaux, comme on dit aujourd'hui. C'est ça. Et vous parlez de Stephen Mirren. Alors, donc, qui a diagnostiqué une faiblesse américaine, et comment veut-il y répondre alors? Alors lui, il a... Quand on regarde un peu son CV, on voit que c'est quelqu'un qui a des compétences économiques. On peut être d'accord ou pas d'accord. Hein. Moi, je lis beaucoup Krugman, qui est tout à fait à l'opposé. Krugman, éditorialiste au New York Times, c'est prix Nobel, entre guillemets, d'économie. Et c'est un keynésien qui a arrêté du reste d'intervenir dans le New York Times et qui maintenant a sa lettre, qui est très intéressante à lire. Notamment, il a fait des lettres sur la stagflation, il a fait des analyses sur la stagflation, il a fait des analyses sur la pauvreté aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment une analyse au jour le jour, comme celle de Robert Reich, mais qui est plus politique pour Robert Reich et plus économique pour Krugman. Mirand, c'est autre chose. C'est un autre courant qui, pour moi, du reste, n'est pas un courant dominant aux États-Unis en termes de tradition économique. La tradition économique américaine, quand on dit là, il y en a plusieurs, hein, mais il y a une tradition qui est plutôt libérale, voire libertarienne. Et Mirand est à l'opposé de ça. Quand on est libéral, c'est tout le système du GATT, donc des accords et de l'OMC, et des accords mondiaux pour fluidifier les échanges commerciaux.
Quand on est libertarien, ça c'est la position anti-État fédéral. Moi j'adore le bouquin, pas je l'aime, mais j'adore parce que tellement ça m'a fait découvrir un monde que je connaissais pas, de Ayn Rand, qui s'appelle La Grève, et qui est pour moi le meilleur bouquin à lire si on veut comprendre ce qu'est un libertarien, parce que c'est quasiment inconnu en France, puisqu'un libertarien ne veut pas d'État. Alors qu'en France, même quand on est à droite ou à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ou au milieu, tout le monde veut de l'État. Plus ou moins, c'est tout. Elle décrivait, Ayn Rand, la grève des entrepreneurs. Hein. Exactement, exactement. C'est une histoire absolument incroyable. Et quand j'ai lu ça, je pourrais peut-être maintenant une quinzaine d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Mais je me dis, tiens, c'est quoi ce courant libertarien? Ça correspond à quoi? Moi, quand je comprends pas, je vais regarder. Je regarde, je vais faire une enquête, je lis, même si j'aime pas. C'est pas le problème n'est pas d'aimer. Le problème est de savoir à quelle sauce on sera mangé. Et pour éviter d'être mangé, on va regarder quand même ce qui nous plaît pas. Et donc, oui. Non, alors parlons de ce Gilded Age, cet âge doré. C'est pas seulement la la prédominance des tarifs douaniers au niveau budgétaire. C'est socialement, c'est une société très brutale, violente. On a parlé des barons voleurs, presque corruption, presque un État mafieux. Est-ce que on le retrouve donc aujourd'hui à peu près ces mêmes principes finalement moteurs dans la société américaine actuelle? Il y a des ressemblances. Ce que je trouve intéressant, c'est de regarder cette période 1850-1900 et de voir ça a quand même été une période de grande croissance économique qui fait que les États-Unis sont puissants aujourd'hui. Ça vient de là, il n'y a pas de mystère. Mais elle s'est faite à quel coût? Il faut quand même pas oublier que ça a été la suppression des Indiens, l'élimination physique des Indiens. C'est un génocide. Ça a été fait avec une exploitation des ouvriers, mais c'est du Zola. À tel point que moi j'ai lu un ou deux romans qu'on appelle naturalistes, le nom de l'auteur m'échappe, c'est très 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 connu, et il décrit par le menu la vie dans les abattoirs de Chicago. C'est du Zola. Et il se trouve que travaillant sur le Japon en parallèle, parce que j'ai eu des opportunités pour travailler au Japon récemment avec des collègues anthropologues des affaires, je vois qu'au Japon, on a la même chose. Un développement à l'époque du Meiji, un développement industriel et avec aussi des gens exploités. Donc c'est un phénomène absolument mondial. Donc on a pendant le Gilded Age une période qui est très dure humainement, qui est fondée quand même sur un génocide et qui est aussi fondée sur la corruption, qui est fondée aussi sur ce qu'on appelle le spoil system, c'est assez de clientèle. Et là, c'est là qu'on a des points communs entre la période du Gilded Age, cette ère du TOC, hein, l'ère bling bling, et aujourd'hui. Je lisais dans le New York Times. Et maintenant, quand je dis New York Times, mais je suis pas sûr de ma traduction, je vais sur le chat GPT et je me traduis mon paragraphe pour être sûr de ça. Donc, j'ai bien vérifié le contenu de cet article. Il est assez drôle, où l'auteur décrit le salon ovale, le bureau ovale de Trump, en montrant que c'est du style rococo et on voit les photos, les dorures, etc. On se croirait au XVIIIe siècle, à la plus belle époque des dorures et du rococo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le point commun, c'est autour du clientélisme, autour de ce qu'on appelle l'État patrimonial. Ce qui me frappe avec Trump, c'est quelque part, il n'y a pas beaucoup de différence, en pratique ou de fait, on ne sait pas bien, entre l'État fédéral, son porte-monnaie, sa famille et ses copains. Oui. À chaque fois, je lis des articles où il va, je sais pas, en Arabie Saoudite ou ailleurs, on a l'impression qu'il veut faire ça aussi avec Poutine. À chaque fois qu'il va quelque part, derrière lui, il y a ses copains, ses enfants, ses fils, je sais pas quoi, ses neveux, ses gens, qui font des contrats. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que moi j'avais découvert quand je travaillais en Afrique, que j'habitais 8 ans en Afrique, j'avais travaillé sur l'État patrimonial en Afrique, et j'avais découvert que Richelieu, c'était pareil, Richelieu confondait sa cassette et celle de l'État, et ça l'amenait même à mettre de sa cassette à l'autre, c'est beaucoup utilisé à l'époque, de sa cassette à lui dans la cassette de l'État. Quand il est arrivé, je crois qu'il y avait 4000 salariés fonctionnaires dans son ministère, il y en avait 8000 à la fin. C'est du pur clientélisme. Et c'est ce qu'on voyait à l'époque en Afrique, c'est ce qu'on a vu dans tous les pays du monde, hein, y compris en France, on a toujours du clientélisme. Il est plus ou moins régulé. Avec Trump, on assiste à une dérégulation du clientélisme en faveur d'une clientèle qui le soutient. Tous ceux qui ne le soutiennent pas, il les punit. Donc c'est ça les droits de douane, hein. C'est à quoi ça sert? Ça sert à punir ceux qui ne suivent pas Trump. Il nomme des ministres comme Kennedy à la santé. C'est plus qu'une catastrophe. Ça c'est du pur clientélisme et on se dit mais comment l'Amérique va tenir face aux problèmes d'épidémie, etc., etc. Donc il y a un point commun assez fort, c'est le clientélisme. Les barons voleurs ou les capitaines d'industrie, suivant l'école qu'on veut prendre, c'est les GAFA aujourd'hui.
Il y avait, il n'y a pas longtemps, encore une photo, on voyait une trentaine de chefs d'entreprise. C'était dans le Wall Street Journal, je crois, qu'on voyait ça, qui est extrêmement intéressante. Moi, je me suis abonné pour 4 € au Wall Street Journal. C'est pas vraiment ma tendance, mais comme le Wall Street Journal est très libéral, il est opposé à Trump. Et c'est dans le Wall Street Journal qu'on voit le plus se développer les théories pour dire, mais attendez, là, votre capitalisme libéral, c'est plus ça du tout. C'est du capitalisme d'État. Et c'est écrit dans le Wall Street Journal, qui est quand même le journal de Murdoch, etc. Hein, c'est pas des farfouilles. Oui, donc c'est un changement fondamental. Et ce changement, comment est-ce que il nous transforme, nous? Donc, comment transforme-t-il les régions tierces, les partenaires ou les ennemis des États-Unis? Alors, c'est compliqué à analyser, parce que moi, je vois pas vraiment les effets de façon assez concrète. Mais globalement, mon image à moi, c'est la Chine. Ça fait 30 ans que je fais des enquêtes en Chine, et depuis une dizaine d'années, je dis même, ça m'inquiète du reste, je le dis parce que c'est ce que j'observe, hein. C'est pas une opinion, c'est une observation, donc ça vaut ce que ça vaut aussi. Mais si on veut savoir ce qui va se passer chez nous, il faut regarder ce qui se passe en Chine, notamment en termes de contrôle politique, policier et numérique. C'est vraiment le modèle qui se développe partout. Donc ça, c'est aussi le modèle, ça veut dire que ce qui se passe en Chine, c'est aussi le modèle américain. Derrière le modèle chinois, il y a un modèle historique très connu qu'on appelle un modèle tributaire, qui n'a pas besoin de faire des colonies, mais qui simplement par la menace, c'est ce que fait Trump. C'est un modèle tributaire, simplement par la menace d'augmenter ou de baisser les droits de douane ici, ou d'envoyer ses jonques à l'époque de Zheng He ou l'époque des Ming, enfin ça c'était au XVe siècle, peu importe. Les gens, les pays autour, sont des tributaires de l'Empire chinois, et tous les ans, ils vont apporter des cadeaux, du reste, l'Empire leur donne des cadeaux. Bon. C'est ce que fait Trump. C'est un empire tributaire dans lequel l'Europe doit donner un tribut, c'est payer des droits de douane et investir 1600 milliards, on ne sait pas bien comment, mais voilà. Donc on devient des tributaires. Et ça, c'est des dons, mais il n'y a pas de contre-dons. Le contre-don, pour le moment, c'est, je sais pas quoi. Effectivement, on voit pas bien. Il y en aura forcément à un moment donné, parce que ça pourra pas rester comme ça, hein. Mais on ne sait pas lequel. C'est compliqué. La seule chose qui pourrait arriver, là, on rentre dans la politique fiction. C'est un indice qui m'a beaucoup frappé quand le journal de Murdoch, donc le Wall Street Journal, si je me souviens bien, en cas présent, a fait un article laissant entendre que Trump était dans l'affaire Epstein. Et quelque part, je me suis dit, pourquoi Murdoch est un copain de Trump sort une telle information? Pourquoi aussi après ça, Vance dit je suis prêt à prendre la suite de Trump si jamais il disparaissait? C'est à peu près ça qu'il a dit. Donc ça veut donc dire pour moi qu'à l'intérieur même des fractions qui soutiennent Trump, il y en a qui ont déjà fait l'analyse qu'il était fini, qu'il fallait l'éjecter et qu'il fallait probablement le remplacer par d'autres gens. Ceci est absolument hypothétique, mais j'ai juste des indices pour dire ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'avenir qui nous attend, il n'y aura peut-être pas forcément de grands changements en termes de tribus, il y aura peut-être des changements en termes de personnel politique. Et c'est pas réjouissant parce que c'est pas un personnel politique très progressiste, c'est moins qu'on puisse dire. Mais justement, si vous avez comparé donc ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui se passait dans les sociétés postcoloniales en Afrique, ou Richelieu, mais le personnage de Trump en tant que tel, est-ce qu'il n'est pas ancré justement dans l'imaginaire des électeurs ou des États-Unis sous forme messianique? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas ça qui va le faire finalement subsister? Ben si, c'est bien ce que je pense. Là, c'est vrai, c'est très anthropologique du reste. Parce que c'est là où on rentre dans le monde de l'imaginaire, des représentations, des grandes mythologies. Et quand je crois que c'est en 2021, quand Trump a été battu, moi je filmais ça avec ma caméra sur la télé parce que je trouvais ça extraordinaire. Je me dis, on est en train d'assister à quoi là? Un espèce de coup d'État. Enfin, pour moi, c'était impensable qu'il y ait un coup d'État comme ça. Et Trump dit, je serai avec vous. Une phrase absolument du christique. Et puis, du reste, quand c'est arrivé, il n'a pas été là. Ça rappelle, dans les évangiles, le moment où Jésus va être arrêté, et puis il y a Pierre qui sort son glaive, enfin bon, etc. Donc, il y a une espèce de mythologie ou un imaginaire religieux qui est là. Festinger avait montré en 1954 une histoire extraordinaire d'un Messie qui devait revenir près du lac Michigan. Les gens y ont cru pendant longtemps, finalement il n'est pas venu, et une partie des gens ont continué à croire. Et c'est ça mon analyse de Trump dès 2021. Alors après ça, on peut se tromper, hein, mais
je trouve que c'est assez fort, en tout cas, comme imaginaire. Il est le futur Messie, ou il est le Messie qu'on attend. Il a tenté un coup d'État, mais il a perdu. Il va revenir. Et j'allais dire coup de peau, entre guillemets, pour Trump. Quand on a essayé de le tuer, on l'a juste blessé, il est ressorti encore plus fort. C'est vraiment quelqu'un qui a la baraka. Je ne suis pas sûr qu'on utilise ce mot-là aux États-Unis, mais c'est à peu près ça quand même qui est derrière. Donc, quelque part, il y a chez Trump un côté Messie. En plus, il y a un côté showman, quelqu'un qui est habitué à la télévision, un vocabulaire purement émotionnel. Je suis déçu, j'ai fait de la peine. C'est quoi ces méchants? On est toujours dans un monde. Il y a les bons, il y a les méchants. C'est d'une simplicité biblique. On retrouve encore la Bible. Et quelque part, il y a ce langage complètement émotionnel qui parle à des gens qui sont eux-mêmes angoissés, qui comprennent ce qu'il dit. Lui, il dit, voilà, on est menacé par le monde entier. Donc ça renforce toute la paranoïa qu'on a toujours implicitement quand on se sent menacé. On va attribuer à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, la source de son malheur. C'est comme ça que j'ai analysé la sorcellerie en Afrique quand je bossais au Congo. Donc c'est un mécanisme humain. Les théories conspiratoires du pouvoir, c'est pas du tout nouveau. À chaque fois qu'il y a des angoisses, à chaque fois qu'on ne sait pas expliquer la source du malheur, on va trouver un bouc émissaire, c'est la thèse de Girard, qui influence du reste Peter Thiel, le créateur de PayPal, c'est assez curieux tout ça. On va trouver un bouc émissaire et on va trouver un sauveur. Et le sauveur, c'est Trump. Donc dans la force, à mon avis, du maintien au pouvoir de Trump, il y a ce côté messianique, et en plus, il est soutenu par tous les mouvements évangéliques, à l'époque le Tea Party, maintenant les mouvements évangéliques, d'où son soutien aussi pour Israël. Et puis, il a aussi un discours qui parle assez bien à une partie des Américains, qui est un discours d'homme d'affaires. Je ne crois pas que ce soit explicatif de tout. Quand il parle de l'occupation de l'Ukraine en Crimée comme étant un bord de mer, comme il l'a fait récemment, ou comme il parle de Gaza comme étant une future Riviera, on se dit, on vit pas dans le même monde, on n'a pas le même mode d'analyse. Mais ça parle. Je suis tombé sur un vieux bouquin américain que j'avais dans la bibliothèque de 1950, écrit par un Français assez anti-américain, et qui, lui, ce qui le frappait quand il était en Amérique dans les années 50, il dit, mais il y a que des hommes d'affaires, il y a que l'argent qui les intéresse. Alors, je ne pense pas qu'il avait raison sur tous les Américains, mais il y a bien un courant américain pour qui faire des affaires, c'est le principal. Il y a aussi un autre courant qui est la religion. Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit capitaliste, écrit qu'il prenait le train aux États-Unis en 1905. Il pose la question à un marchand qui est en face de lui. Il dit, qu'est-ce qui fait que vous avez confiance dans quelqu'un? Il dit, n'importe quelle religion. S'il a une religion. S'il n'a pas de religion, j'ai pas confiance. Donc on a ici les deux grands pôles qui soutiennent culturellement la fraction américaine qui soutient Trump, la fraction religieuse et la fraction affaires. Et si on réussit, c'est bien. Il n'y a pas de problème moral. On s'en fiche de savoir s'il y en a qui vont partir au chômage, s'il y en a qui vont être ruinés, s'il y en a qui n'auront pas d'aide, s'il y en a qui vont mourir parce qu'ils n'auront pas de vaccin, s'il y en a qui vont mourir parce qu'ils ne pourront pas aller à l'hôpital. S'il n'y a pas assez de jouets à Noël, comme a dit Trump, au lieu d'acheter 30 poupées, ils vont en acheter 2. C'est assez cynique, hein? Oui. Donc il y a ces deux pôles, mais il y a aussi le discours de Trump qui joue à fond sur l'émotion. Il n'y a plus de vérité, en fait, c'est ça. C'est l'émotion. C'est la base de ce qu'on appelle les discours populistes. Hein. Pour moi, le populisme, c'est toujours deux faces. Le populisme traite toujours le vrai problème, au sens que les gens ont des problèmes. Mais l'autre côté, c'est la solution. En général, c'est pas la bonne. Et une façon de résoudre le problème des solutions, c'est de partir dans l'imaginaire et dans l'émotionnel. Donc, on fait croire aux gens, c'est comme des religions, hein. C'est des formes de sectes, c'est des formes de... Pour moi, les religions resteront toujours parce que, quelque part, c'est une façon d'expliquer les bonheurs et les malheurs du quotidien avec des formes hyper variées. Et donc, chez Trump, il y a cette espèce de populisme émotionnel qui marche très bien, qui est extrêmement autoritaire, qui fout les gens en prison, qui les élimine. Hein, c'est violent. Mais ça plaît. Non pas qu'on foute les gens en prison, encore que, ça ne doit pas déplaire non plus. Ça attaque aussi toutes les valeurs de gauche et l'extrême gauche par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on a appelé le wokisme, par rapport aux transgenres, par rapport aux homosexuels, par rapport à la fin de la famille, comme vous dites aussi, etc. Donc, quelque part, il y a aussi une révolution conservatrice derrière ça, familiale, qu'on retrouve dans de très nombreux pays, parce que les gens ont la nostalgie d'une famille qui probablement n'a jamais existé.
Moi, j'ai presque 80 ans maintenant. J'ai aucune nostalgie de la forme de la famille chrétienne des années 50-60, qui était autoritaire, avec le pouvoir paternel. C'était un pouvoir paternel. Là, maintenant, c'est la puissance parentale. Mais juste que les femmes n'avaient pas le droit de signer chèque, il n'y avait pas de contraception. Enfin, moi, je vois pas en quoi c'était un âge d'or, tout ça. On oublie vraiment la moitié du problème. Et donc, c'est ça aussi qui est derrière. Il y a une révolution conservatrice extraordinaire qui va donner aussi la parole aux suprémacistes. Et ça, c'est mondial. Pour moi, c'est pas... quand on regarde les bouleversements du monde depuis, prenons juste 1945, c'est déjà pas mal, 80 ans, vous prêchez pas tout le Moyen-Orient, qui est un endroit très conservateur, qui est organisé en tribus, avec un pater familias. Ce sont des systèmes lignagés, comme on dit en anthropologie. Ce sont des systèmes assez autoritaires, au final, mais très protecteurs. Faut jamais oublier que les systèmes très autoritaires sont souvent très protecteurs. Et bien souvent, une partie des gens démunis préfèrent la sécurité à la démocratie. Ça se comprend très bien. Moi, je préfère la démocratie parce que je suis moins démuni. Mais les gens qui sont plus démunis, ils préfèrent un système autoritaire qui est censé les protéger. C'est exactement l'argument qu'on a en Chine. Quand je vais en Chine, je demande à mes collègues, est-ce que ça vous va? Enfin, je parle pas trop de politique pour pas les faire sauter contre eux, mais ils lui disent oui, parce que quelque part, on a la sécurité. Il y a plus de vols. Par contre, il y a de la bureaucratie. Ça leur casse un peu les pieds. Mais la sécurité, c'est ce qui est premier. Vous pouvez vous promener partout dans les rues. Moi, je vais souvent à Canton, il n'y a pas de danger. Vous allez ailleurs, il y en a. Donc, on voit bien, dans toutes ces batailles, il y a la question de la démocratie, la question de l'autorité, d'un système totalitaire, mais il y a aussi la sécurité, il y a aussi le libre-échange, il y a aussi l'entrepreneur, il y a la menace. Enfin bon, tout est mélangé aujourd'hui, donc ça ne peut que créer un mouvement d'angoisse. En plus, cerise sur le gâteau, vous regardez depuis 2000, depuis 25 ans, toutes les crises qu'on a eues, c'est un résumé des crises mondiales qu'on a depuis 3-4 000 ans. Ma référence à moi, c'est moins 1200, le moment de la grande sécheresse qui a fait péter tous les royaumes, hittites, égyptiens, etc., dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez la crise de 2008. Vous avez d'abord la montée de la classe moyenne chinoise à partir de 2000, qui est très important, qui bouleverse tous les cours des matières premières, entre autres. Après, vous avez 2008. Après, vous avez tous les mouvements sociaux, Moyen-Orient et ailleurs, jusqu'aux Gilets jaunes. Après, vous avez le Covid. Après, vous avez l'inflation liée à la logistique. Et après, vous avez la guerre. Et là-dessus, le réchauffement climatique. Il y a de quoi être un peu angoissé, ça. Mais aujourd'hui, et quand j'écoutais hier l'émission sur Arte, qui est formidable sur le réchauffement climatique, le grand historien anglais, dont le nom m'échappe comme toujours, les noms m'échappent, mais peu importe, il disait, pour qu'il y ait crise, et que les régimes qui se paraissent, il faut qu'il y ait plusieurs crises en même temps. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça. C'est pas pour ça qu'on s'en sortira pas, c'est autre chose. Moi, je suis pas très pessimiste, mais la crise est forte. Oui, parce qu'on peut se dire, avec tout ce que vous venez d'expliquer, la mutation, l'existence de personnages tels que Donald Trump, de ce type finalement de pouvoir, n'est pas accidentelle, et est faite pour durer, tant que dure la crise, au moins. Malheureusement, moi j'aimerais bien que ce soit accidentel. J'espère me tromper, mais je ne crois pas que ce soit accidentel parce que, comme je travaille dans beaucoup de pays, soit parce que je fais des enquêtes, soit en lisant, pour essayer de le tenir à peu près au courant, non pas de tout, c'est pas possible, mais ce que j'observe, c'est qu'on a une montée, et ça je l'ai écrit plusieurs fois dans des ouvrages, pas parce que je l'écris que j'ai raison, c'est parce qu'en écrivant, on est sûr de ce qu'on a écrit. Parce que souvent la mémoire, elle enjolive nos mémoires, non. On a fait des erreurs, il y a des choses qui sont plus ou moins, mais on voyait, moi je vois monter depuis une quinzaine d'années les régimes autoritaires. Est-ce que c'est comme les années 30? Est-ce que c'est d'autres comparaisons? C'est pas très important. De fait, il y a des points de ressemblance, ça c'est tout à fait juste, mais il n'y a pas que ça. Et donc quelque part, quand on voit monter, il y a eu Bolsonaro au Brésil, même s'il a sauté, il peut y en avoir un autre, parce que le Brésil a quand même une tradition de régime autoritaire. On a Modi en Inde, qui est quand même pas un grand démocrate. La place des femmes est pas non plus géniale. On a Xi Jinping en Chine, qui est un système quasiment totalitaire, avec un contrôle policier numérique à peu près total. Il y a même ce que j'appelle le modèle Landru dans le monde entier, c'est-à-dire le fait qu'on voudrait que les femmes reviennent au foyer, voyez, ça se voit partout, et ça c'est l'indicateur principal pour moi de la montée de ces régimes autoritaires, traditionnels, conservateurs, sécuritaires aussi, ça c'est vrai, mais très traditionnels. On voit évidemment la Russie avec Poutine. En Europe, on est quand même menacé par de l'extrême droite.
Disons que la tendance, si on la regarde sur 25 ans, elle est plutôt à la diminution des régimes démocratiques et à une montée des régimes de type autoritaire totalitaire, avec des variations. Tout ça sous couvert de numérique. Aujourd'hui, ce qui nous sauve, toutes les technologies existent partout. Que ce soit la reconnaissance faciale, que ce soit les yeux, les empreintes digitales, tout ça, ça existe partout. Ce qui nous sauve, c'est quand on a encore un régime parlementaire, démocratique, qui protège un peu. Mais les techniques sont là. Il suffit que le régime change. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé aux États-Unis avec Musk, son équipe de geeks et son petit coup d'État, son gros coup d'État numérique. Ça peut changer comme ça du jour au lendemain. Mais pas très optimiste finalement alors. Non, moi, je suis plutôt optimiste, bizarrement. C'est pas parce qu'on fait une analyse qui montre qu'on est dans une forte crise, qu'il y a beaucoup d'angoisse, qu'on voit pas tellement pour le moment par quel côté s'en sortir, qu'on est, au contraire, moi, je suis très optimiste. Je me dis, malgré toute mon analyse un peu catastrophiste, parce que je la trouve assez catastrophique, c'est vrai, moi, j'ai espoir qu'on trouvera des solutions. Et sur quoi se fonde mon espoir? C'est pas uniquement sur un truc bêta, c'est que, en faisant beaucoup d'histoires, j'observe qu'à chaque fois qu'on est à des périodes de grands changements, il y a plein d'initiatives partout qui émergent. Je pense évidemment à ce que j'avais écrit quand je travaillais sur le judaïsme à l'époque des grandes crises du 1er siècle avec les Zélotes, l'Empire romain, etc., qui a conduit à la destruction du temple, où il y avait des paquets de tendances qui se battaient. Je pense surtout au 19e siècle. Et là, je travaille sur une famille Javal, Weiler, qui sont des entrepreneurs juifs alsaciens et qui ont été les grands inventeurs de cette période-là. Ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois que je travaille sur les innovations, j'observe que ça émerge de partout. Donc aujourd'hui, je suis absolument convaincu, mais j'ai pas la preuve complète, il me faut plus d'investigation, qu'il y a par exemple plein de choses qui se font autour du réchauffement climatique pour essayer de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a des essais de systèmes plus démocratiques, peut-être plus participatifs, quelles que soient les formes. Je pense qu'il y a aussi des nouvelles technologies qui vont permettre de résoudre certains problèmes. Donc je pense que tout ça est en train d'émerger. Mais comme c'est très diffus, comme c'est très dispersé plutôt, on les voit pas comme ça. Une fois, j'ai trouvé qu'en Suède, il y avait une façon de fabriquer de l'acier vert, grâce, pas simplement à de l'hydrogène, parce que ça coûte beaucoup d'énergie, mais grâce à de l'énergie verte permettant de faire de l'hydrogène. Bon, moi, je connais pas les effets après, mais ça veut dire que c'est là qu'il faut quand même regarder. Il faut quand même regarder à quel endroit on produit le plus de gaz à effet de serre. C'est quand même dans la chimie, dans le ciment, dans l'acier, et c'est là que ça se passe. Donc c'est là qu'il faut faire un effort. Donc il faut regarder qu'est-ce qui est fait. Les Chinois ont fait un effort énorme, alors qu'ils ont des réserves de charbon énormes. Donc tout ça, c'est pour dire, mon analyse montre qu'il y a une crise mondiale assez forte, qu'on va plutôt vers des régimes autoritaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution pour contrer cette espèce de tendance qui paraît inéluctable et qu'il y aura des solutions en réalité. D'accord. Écoutez, merci alors pour ce message finalement encore un peu optimiste. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.